Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la web-série Découverte des collections. Lorsque la Grande Guerre éclate, de nombreux soldats exercent un métier manuel dans la vie civile. Il leur est naturel de transformer les matériaux de la guerre en objets utiles ou en souvenirs lorsqu'ils séjournent en cantonnement. Le métal fournit par exemple des coupes-papier, des porte-documents ou encore des crucifix faits d'éclats d'obus. Les Allemands, en revanche, ont interdiction de ramasser le métal. Ils s'emparent alors de la craie, de la cire ou du bois. D'autres dessinent ou peignent et nous laissent des témoignages émouvants de leur talent. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de découvrir l'un de ces témoignages réalisés en cantonnement, un carnet de croquis richement illustré, acquis dans les collections du Mémorial de Verdun en 2020 grâce à un don. Ce carnet, comptant une trentaine de croquis, est réalisé à l'encre d'échine et à l'aquarelle. Il représente, avec un trait fin, les scènes de vie d'une troupe en cantonnement. Bien que l'auteur nous soit inconnu, ce dernier nous révèle avec des inscriptions un lieu et une date. On peut lire ici « Bois de Manheul, mai 1915 ». On peut donc être sûr que ce carnet a été réalisé dans les alentours du village de Manheul, dans la plaine de la Wavre, autour de l'été 1915. Une autre inscription mentionne ce qui semble être l'unité de l'artiste. Il est écrit ici 19e compagnie. Nous supposons qu'il s'agisse de la 19e compagnie du 132e division d'infanterie, qui occupait alors cette zone durant cette période. Il est donc possible que notre artiste faisait partie du 303e, 330e, 364e ou 366e régiment d'infanterie. Le carnet de croquis présente des scènes de vie dans l'immédiat arrière-front français du front de la Wavre, partie du front assez méconnue. En effet, les scènes représentées ont lieu dans le bois de Manheul. Manheul est un petit village à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Verdun qui va se retrouver dans l'immédiat arrière-front français après les violents combats qui ont eu lieu en octobre et en novembre 1914. Le village ne sera qu'à 6-7 km de la première ligne allemande qui courait au nord de la Wavre des portes d'Étain à la crête des Éparges en passant devant les villages de Boinville, devant les villages de Paray, devant les villages de Mézeray, Marcheville ou encore sur les Champlons. Cette partie du front demeurera assez calme à la fin de l'année 1914, les soldats devant composer avec les difficultés du terrain. En effet, la plaine de la Wavre est particulièrement humide, voire marécageuse. Cette partie du front va s'activer brutalement au mois d'avril 1915, alors qu'au nord de Verdun, on est dans une situation de front qui est particulièrement calme. Là, en avril 1915, l'état-major français va décider, dans la plaine de la Wavre, d'une grande attaque ayant pour objectif de réduire, de supprimer le saillant de Saint-Mihiel. Une des deux tenailles de cette attaque, en tenaille contre le saillant de Saint-Mihiel, devra partir des portes d'Étain à la crête des Éparges. Cette attaque, qui va commencer le 5 avril 1915, a été un véritable désastre. En effet, l'offensive reposait sur la surprise, or les Allemands sont au courant. Et en plus, les conditions météorologiques se sont considérablement dégradées, la pluie ennoyant littéralement des parties complètes de la plaine de la Wavre. C'est lors de ces journées désastreuses que va disparaître Louis Pergaud, l'auteur de la guerre des boutons, qui sera porté disparu la nuit du 7 au 8 avril 1915 en tentant d'attaquer la côte 233 aux portes ouest du village de Marcheville. L'offensive sera un fiasco total, elle s'était déclenchée des portes finalement de Pont-à-Mousson jusqu'à celle d'Étain. On dénombrera du côté de l'armée française de l'ordre de 64 000 pertes en un mois de combat. Beaucoup de soldats ont été tués, blessés, beaucoup ont été malades dans les conditions météorologiques épouvantables. Dans les forêts de l'immédiat arrière-front français en Wavre, en 1915, les cantonnements se consolident, comme au bois de Manheul. Le théâtre de scène représenté sur nos croquis. L'auteur y dépeint un florilège non exhaustif d'activités et d'occupations qui structurent les 2 à 3 jours de répit d'un combattant en cantonnement. L'auteur croque ces moments pris sur le vif avec une touche d'humour qui contraste avec la réalité des combats. On remarque par exemple un soldat qui visite le barbier, d'autres profitant de la nourriture de la cuisine roulante. Certains lisent les journaux, tandis que d'autres assistent à une messe catholique. Ces temps de pause peuvent être consacrés à la rédaction aussi de courriers, à l'artisanat de tranchées ou à la production artistique, comme en témoigne notre objet. L'auteur n'hésite pas aussi à exprimer son patriotisme en tournant en dérision l'Allemagne et ses alliés. Par exemple, ici avec des soldats allemands grimés en cochon, ou l'empereur Guillaume II qui est moqué pour ses prétendues victoires militaires. Pour autant, les soldats en cantonnement ne sont pas oisifs et leurs journées sont régies par un emploi du temps rigoureux, rythmé par des corvées et exercices militaires. Là encore, l'artiste anonyme dépeint ses travaux, du simple nettoyage du camp, de la préparation de la nourriture commune, de la confection de gabions qui seront transportés de nuit dans les tranchées pour les consolider. D'autres croquis représentent les exercices militaires, où on voit des soldats en armes effectuant des manœuvres.
des patrouilles ventre à terre, des revues, etc. Les officiers craignent le désœuvrement et les exercices sont nécessaires au maintien de la forme physique et à la discipline militaire. La guerre n'est en effet jamais loin, comme le rappellent les tirs d'artillerie adverses qui frappent ponctuellement les cantonnements. Cet objet est un très beau témoignage des conditions de vie et d'esprit des hommes en cantonnement, et notamment dans le secteur de la Wavre. Quelques jours après le déclenchement de l'offensive contre le front de Verdun, le 21 février 1916, le général de l'Angle de Carry, qui commande le groupe d'armées du Centre, ordonne l'évacuation du nord de la plaine dans la Wavre. En effet, il a peur que ces troupes qui sont stationnées dans la plaine soient prises à revers par les troupes allemandes qui sont en train d'avancer au nord de la ville. L'ordre de repli est donné précipitamment dans la soirée du 24 février 1916, et c'est avec cet ordre-là que les Français vont évacuer cette partie du front de la Wavre, et donc vont évacuer les villages de Manheul, vont évacuer le bois de Manheul pour se replier plus à l'ouest, au pied des côtes de Meuse. Les Allemands qui les talonnent vont prendre possession des lieux le 28 février 1916, notamment en ce qui concerne le village, suite à un combat qui leur permettra de se rendre maître de la bourgade. Les Allemands ne pousseront pas davantage en direction de l'ouest parce que ce n'est pas sur cette partie du front que l'offensive doit être portée, mais plus au nord par rapport à Verdun. Et donc les Allemands vont rester en défensive face aux côtes de Meuse jusqu'à l'automne 1918, en aménageant notamment, comme on peut le voir en arrière-plan, des lignes de défense, des blocos, qui sont à la fois des blocos de défense et d'observation. Avec la réduction du salon de Saint-Mihiel par les troupes américaines et françaises, ne l'oublions pas, du 12 au 16 septembre 1918, le village de Manheul va être libéré par les troupes américaines de la 4e division le 14 septembre 1918. Par contre, le bois, lui, reste aux mains des Allemands. Finalement, la guerre va arriver dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale, ici dans le bois de Manheul, quand les troupes américaines de la 81e division vont attaquer en deux temps les 9 et 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, jour où les troupes américaines réussissent à pénétrer dans le bois, mais n'arrivent pas à le conquérir. Ce carnet de croquis a été donné en septembre 2018 par Madame Sally Emery. Cet objet me permet d'aborder avec vous les principaux facteurs de dégradation des objets de papier. Éléments importants de notre patrimoine culturel, ils peuvent se détériorer, s'endommager ou subir des pertes lorsque les conditions ambiantes, la manipulation ou la mise en réserve sont inadéquates. Mais revenons d'abord sur la matière première. Le papier est constitué de fibres végétales, dont la cellulose, matière première de la pâte à papier, est extraite. La cellulose est présente dans tous les végétaux, mais aussi dans certains textiles à base de lin ou de chanvre, et plus étonnant, le crottin de certains herbivores. Et le matériau utilisé a son importance, puisque selon la qualité des fibres et le traitement subi par le papier au cours de sa fabrication, la détérioration interviendra plus ou moins rapidement. Mais quelles sont les principales causes de dégradation ? Dans un premier temps, les causes humaines, via des mauvaises manipulations, une méconnaissance, voire un acte mal intentionné. Les empreintes digitales, les mouvements brusques peuvent entraîner des déchirures et les risques sont nombreux, mais non négligeables. Ces manipulations inappropriées constituent l'une des principales causes de dommages aux objets de papier. Elle est pourtant la plus facile à éliminer. Les causes environnementales ensuite. Le papier, comme tous les matériaux organiques, est hygroscopique, c'est-à-dire que les cellules se dilatent en absorbant de l'eau et se résorbent en l'évacuant. En présence d'eau ou en atmosphère humide, le papier va gonfler selon le sens de ses fibres. On dit qu'il gondole. Cette même humidité favorise le développement des moisissures. Ces champignons se nourrissent de l'amidon du papier et forment des petites taches irrégulières et indélébiles, souvent de couleur brune. Le papier peut également présenter des taches ponctuelles de rouille. On parle de foxing métallique. Il résulte de l'oxydation des particules de métal présentes dans le papier. Il est donc essentiel d'éviter les conditions ambiantes humides. Toujours dans l'environnement immédiat du papier, la lumière est un ennemi non négligeable. Les arts graphiques sont les plus sensibles au rayonnement ultraviolet de la lumière naturelle. Les fibres du papier s'oxydent de façon irréversible et présentent ensuite un aspect bruni. L'effet des UV est cumulatif, ce qui explique qu'afin de préserver les objets de papier, les musées présentent en général, sur une durée de 3 mois et ce tous les 3 ans, les objets. Ils limitent également l'intensité de l'éclairage à environ 50 lux, ce qui correspond à l'éclairage nocturne des rues. Autre ennemi des conservateurs, les ravageurs. Les insectes et rongeurs sont attirés par le papier dans les collections. C'est une source de nourriture pour eux et ils peuvent causer de sérieux dommages aux œuvres. Enfin, la cause crainte de tous les musées, l'incendie, entraînant ainsi la perte totale des collections. Au mémorial de Verdun, toute une séquence est consacrée à la vie au cantonnement pendant la bataille de Verdun de 1916. À quelques kilomètres du front, la vie au cantonnement se rythme par les exercices, les corvées, le courrier et un peu de repos.
Souvent installés dans un village, les combattants dorment dans la paille et en profitent pour se laver, se débarrasser des poux et désinfecter leur linge. Ils se groupent autour des cuisines roulantes, espaces de convivialité où les repas chauffent pour une compagnie. Les repas se résument en général à un plat unique que viennent compléter les achats des soldats dans les camions bazar ou les colis reçus. Dès 1916, les soldats allemands subissent les effets du blocus imposé par les Alliés, même si leur approvisionnement reste prioritaire sur celui des civils. Pour améliorer leur quotidien, ils élèvent cochons et volailles. Autour d'une cuisine roulante française, une installation présente le quotidien et les jeux favoris des soldats. À proximité, une vitrine met en valeur un ensemble d'objets d'artisanat qui révèlent l'état d'esprit et les talents de certains soldats. Pour en savoir plus, venez nous rendre visite au Mémorial de Verdun.